Parce que je sens bien que c'est en train de il se passe des choses sans que je sois au courant. Et j'appelle son attention, je me permets d'appeler son attention en disant n'oubliez pas, monsieur Vinci, sachez que moi, je faisais ça jusqu'à présent. Donc, dans votre réorganisation, et voilà, tenez-en compte. Et c'est pour ça aussi que nous, la date que nous discutons de l'organisation est importante, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Il y a 26, 29 de septembre. Madame Gavagno, elle intervient quand? Elle est là dès le 20. Nous, on reprend le 26 août, elle est là dès le 26 août, Madame Gavagno. Oui. D'accord. Mais ça, il faudrait répondre. Après, alors, nommer, c'est un erreur, parce que officiellement, je ne sais pas quelle est la française. Elle est déjà nommée avec des missions claires. Vous savez déjà qu'elle est entre guillemets au faire. Ça, c'est clair. Le 26 août, on nous dit Madame Gavagno prend en charge le pilotage du CFI. Ça, c'est clair. Eh bien, je vous avoue que je ne me souviens pas très bien, mais en tout cas, j'ai dû, à la suite de cet échange, avoir à cœur de lui rappeler parce que j'avais un doute sur ce qu'il savait réellement de mes missions, parce que j'avais même l'impression qu'il pensait qu'en fait on ne faisait rien. J'avais même l'impression que pensait qu'on faisait rien, j'avais eu cette impression-là. Et puis à un moment donné, et c'était après le rendez-vous avec Madame de Sarzins, non? Je crois que c'était après le rendez-vous avec Madame de Sarzins. Le 16 septembre. Ah bon, non. Ensuite, donc, il y a un conseil de gouvernement qui a lieu le 16 octobre 2024, qualifiant votre poste de responsable de formation et de l'action pédagogique en poste de référent formation et pédagogie. Et par un mail du 25 novembre 2024, M. Vinci vous informe de cette décision du conseil de gouvernement. Quelle était votre réaction face à ce courrier? Déjà, le courrier, je l'ai trouvé sur mon bureau en arrivant au travail. J'ai trouvé que c'était. Pour moi, c'est une marque de mépris. Alors, peut-être que c'est une marque de mépris, j'en sais rien. Moi, je l'ai vécu comme une forme de mépris. Après, on m'annonce je suis référent, d'accord, mais j'ai pas de fiche de poste. Donc, ça veut dire. Je sais pas. Voilà. Donc, je me dis, bon, les choses sont pliées. En tout cas, au sein de la DNJS, ça va être compliqué pour moi d'évoluer. Donc, essayons de voir si on ne peut pas évoluer ailleurs qu'au sein de la DNJS, mais dans le système éducatif monégasque. D'accord. Et est-ce que M. Vinci vous a-t-il expliqué les raisons de la requalification de ce poste avant de vous envoyer ce courrier? Je ne crois pas qu'il ait... mais si vous voulez, après, comme je vous l'ai dit, en soi, le fait que les conseillers pédagogiques soient nommés référents pédagogiques, intellectuellement, ça ne me posait aucun problème parce que c'est quelque chose auquel j'avais pensé. D'accord. Ouais, bon. Et y avait-il d'autres personnes présentes? Ah ben non, c'est quand j'arrive au bureau le matin, je pose ça sur mon bureau, je regarde, voilà. D'accord. Et est-ce que d'autres personnes de la CFP2 ont vu leur poste être requalifiés? Ah ben oui, les conseils pédagogiques ont été nommés Est-ce que la requalification de poste était accompagnée d'une perte indiciaire? C'est pour ça que je disais que j'étais très bien payé pour un secrétaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il y a eu des suites au recours hiérarchique que vous avez entrepris en janvier 2025 suite à la décision de requalification de votre poste? Ok. Enfin, je veux dire, de la part des suites, c'est-à-dire un retour de l'administration? Oui. J'ai pas eu de retour, non. D'accord. Mais j'ai donné des suites à ce non-retour. Exactement. Et est-ce que vous avez discuté de ce recours avec M. Vinci? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez dit? C'est un dialogue de sourds parce qu'en fait, il ne voyait pas en quoi ça me posait un problème de passer de responsable de la formation de l'action pédagogique à référent pédagogie et formation. C'était son discours continu, mais c'était le déni pour moi, c'était un déni de réalité, donc on ne se comprenait pas. Et j'ai vraiment fait ce recours au dernier moment, j'ai fait plein de choses. Donc non, de toute façon, il y avait une forme de rigidité de la part de M. Vinci, et qui s'est poursuivie. Moi, ce que j'ai vécu, je ne l'ai jamais vu depuis que je suis à Monaco, et je ne sais même pas si c'était déjà prévu.
en termes de fin de détachement anticipé, les délais, etc., d'une inhumanité absolue. Encore une fois, j'ai un enfant jeune, je suis passé d'un salaire de 6 000 € à 2 000 €. Tout ça en 2-3 mois. Pour réorganiser sa vie dans ce contexte-là, je peux vous assurer que ça marque un homme. Dans la lettre du 10 mars 2025, il est fait mention de votre désaccord quant à la redéfinition de vos missions. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi M. Vinci fait-il référence en parlant de votre désaccord? Ce qu'il appelle un désaccord, c'est le fait que je souligne qu'on m'a enlevé toute une partie de mes missions, et notamment mes responsabilités managériales, et que je ne comprends pas pourquoi. Et c'est ça le désaccord. Et ça ne nous a jamais été expliqué. Les raisons, non, je ne sais pas objectivement pour quelles raisons, mais j'aimerais, peut-être qu'un jour je le saurai, je ne sais pas. Mais c'est terrible, hein, de ne pas savoir. Encore une fois, j'aurais préféré faire une faute professionnelle. Et on me dise, monsieur, vous avez fait une faute, parce que ça m'aurait permis de progresser. J'aurais assumé, hein, on fait une erreur, voilà. Mais rien, je n'ai rien fait j'ai fait aucune faute. Sur votre retrait de votre émission de l'emploi 2025, pouvez-vous nous dire dans quel contexte M. Badoni vous a divulgué le retrait de votre nom par M. Vinci de la liste des personnels avancés au emploi 2025? Oh, bah parce que. Alors, comment ça s'est passé? Donc, je sais que j'ai eu ma dernière évaluation par Madame Bonal. À l'occasion de cette évaluation, je crois que c'était en mai 2024. À l'issue de cette évaluation, donc, elle m'a dit qu'elle demanderait un grand choix. On est ressorti ensemble de son bureau, on allait voir M. Badoni. Elle a dit à M. Badoni, on a bien mis M. Fabiano pour le grand choix. Elle a dit oui, on a mis M. Fabiano. Non. Et après, parce que vous savez, tout ceci dans le service, il y a eu une rumeur dans le service qui disait que M. Vinci avait revu les choix de Mme Bonal concernant les avancements de l'ensemble des personnes concernées. C'est pas que la VSG, c'est aussi les administrateurs, etc. Donc j'avais une bonne relation avec M. Badoni, donc je me suis permis d'aller voir et j'ai dit personnellement j'ai eu qu'il n'est pas revenu sur sa décision me concernant, sachant qu'il y avait déjà eu tout ce contexte, je me disais quand même, il va pas faire ça en plus. Et là, M. Badoni m'a dit, si vous enlevez un choix. Quelle était votre réaction face à cette information? Ah bah, c'était un élément de plus pour moi, c'est un élément de plus. Enfin, je veux dire, et quand j'en ai parlé avec M. Vinci, il a remis ça alors sans établir directement la même causalité. Il en a rappelé, quand j'en ai parlé, il m'a rappelé que je n'avais pas mis en place les groupes de besoins. Juste autre réaction, donc effectivement vous avez considéré ça comme un peu plus. Ben oui, parce que je n'avais pas volé mon avancement au grand choix. J'ai encore une fois, et des évaluations. Non, mais je sais, pardon. Je mets un peu de. Mais parce que ça me. Je veux dire, je comprends pas, quel que soit le grief de M. Vinci à mon égard. Cet avancement au grand choix venait en reconnaissance d'un travail accompli avant qu'il arrive. C'est une forme de négation, c'était pour moi une forme de négation de ce que j'avais fait. Rien ne m'obligeait à manger ce grand choix. Rien, enfin, même dire, enfin, en plus, ça peut dire que ça fait beaucoup à la principauté pour un individu. Je veux dire, et encore une fois, je n'avais pas volé, c'était la récompense d'un travail acharné, assidu et sérieux que j'avais fourni pendant de nombreuses années. Et qu'on m'enlève ça, c'était effacer tout l'investissement que j'avais mis dans mon travail. Et franchement, quand on fait les choses avec passion, avec engagement, c'est terrible. C'est pas que l'aspect pécuniaire, parce que j'étais déjà très bien payé, donc c'est pas ça, c'était le symbole qu'il y avait derrière. Est-ce que vous avez des témoins, en tout cas, voilà, qui peuvent réagir à ce retrait de grand choix, qui ont vu peut-être votre désarroi par rapport à cette situation?
Monsieur Dany, c'est lui qui m'en a parlé. Vous en avez pas parlé à d'autres collègues? Si, j'en ai parlé à Manu Greffon. Oui. Si, c'est pas quelque chose dont vous savez. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que quand vous vivez ce genre de choses, le pire c'est que vous finissez par vous sentir coupable, vous finissez par avoir honte. C'est ce qui est terrible. Alors sans, enfin, je ne vais pas faire de comparaison ni n'importe quoi, mais je veux dire, voilà combien il y a de femmes battues qui se sentent coupables d'être battues alors qu'en fait elles sont victimes. Et parce que quand vous êtes dans ce scénario-là, vous finissez par vous dire que c'est du problème et vous que vous avez honte quelque part. Donc oui, quelque part j'avais honte qu'on m'enlève mon grand choix parce que ça veut dire que, comme on l'avait dit sur ainsi, qu'en fait j'étais vraiment nulle. Mais s'il a fait pour vous, est-ce qu'il a fait pour d'autres? Je sais pas, ça reste des questions je précise à toute fin utile que j'ai un profil psychologique qui est reconnu, hein. Moi je suis HPI, et ça et je le sais de toute façon, mais ça interfère forcément dans la manière d'analyser les choses. Je veux dire, c'est des choses, voilà, pour un profil comme le mien, ce que j'ai vécu là, c'est peut-être encore plus violent que pour un profil plus traditionnel. Dans votre signalement, vous avez précisé, je cite, j'ai demandé à M. Vinci la confirmation de cette décision. Celui-ci me l'a confirmé. Pouvez-vous dater cet échange? C'était dans la première quinzaine de septembre, hein, parce que je crois que c'est à partir de là où vraiment c'était trop et que j'ai voulu voir Madame de Sargent. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qu'a invoqué M. Vinci pour le retrait de cette De nouveau, il m'a reparlé de cette histoire de Julien. Franchement, c'est vrai. Il a cru approprié de me dire que de toute façon, l'évaluation que m'avait faite Madame Bonal avait été mal faite, qu'elle n'était pas justifiée. Et il s'est aussi permis de dire que, parce que j'avais une inspection en 2024, il s'était permis de dire que de toute façon, le rapport d'inspection de Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale n'avait aucune valeur à ses yeux. Donc en gros, tous les gens qui reconnaissaient, et même les gens de l'extérieur qui reconnaissaient que je connaissais un travail de qualité, en fait non, c'était vivant. Non, je me souviens qu'il avait fermé la porte de mon bureau quand il est venu voir. Et comment vous avez réagi face à ce propos de M. Vinci? Vous avez compris? Non. Alors j'ai compris ce qu'il m'a dit, mais j'ai absolument pas adhéré parce que c'était. Déjà, l'histoire des groupes de besoins, je vais y revenir en boucle, mais n'importe quel spécialiste pourra le dire, c'est un argument complètement fallacieux. Et pour ce qui est du jugement qu'il a porté sur les évaluations menées par son prédécesseur, moi je trouve ça très déloyal vis-à-vis de l'institution, très honnêtement, parce que je ne vois pas l'intérêt de détruire le travail qu'on fait des gens qui nous ont précédés. Et après, pour ce qui est de porter un jugement sur l'inspectrice de l'Éducation nationale française, alors là, pour moi, c'est pas faire honneur à la qualité des relations entre la France et Monaco. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas été formé professionnellement dans cette optique-là avec Madame Bonal, où au contraire, on avait des relations extrêmement saines et profitables avec les autorités françaises. Vous faites référence à ce rapport, et dans le rapport d'activité de l'inspection pédagogique régionale du 18 mars 2024, il est indiqué qu'il a été initié à votre demande. Oui. Pour quelle raison avez-vous entrepris cette démarche? Toute ma vie, j'ai demandé à être inspecté. Parce que y a des gens qui fuient les inspections. Moi, j'ai toujours vécu ça comme une opportunité de progresser professionnellement. J'ai jamais eu peur des critiques, parce que j'ai toujours eu à cœur d'avancer, de progresser, de former. Donc oui, ça faisait... Le précédent rapport que j'avais eu, c'était en tant qu'enseignant, donc daté de 7 ans. Je souhaitais avoir un regard de l'inspection pédagogique sur mon travail. Et puis je savais aussi que, en tout cas il m'avait été expliqué, que pour bénéficier d'avancement, il fallait quand même qu'il y ait des rapports d'inspection récents qui justifient un avancement. Donc c'était aussi, ça permettait aussi de justifier, de justifier d'une certaine façon un avancement qui m'avait été, je dirais pas promis, c'est le mot est mal employé, mais C'est-à-dire que
senti, c'est pour ça que Non. vous vouliez appuyer ce. Non, mais en fait, je pense que c'était même pas obligatoire c'était même pas, enfin, je pense que j'aurais pu être promu sans le rapport d'inspection. Mais moi, j'avais besoin, voilà, mon garde partait, je savais que, forcément, il devait y avoir un peu plus de changements, ça paraît évident, et c'était important pour moi de faire le point sur ce que j'avais fait à la DLNJS pendant les années précédentes, avoir un regard extérieur sur mon travail, et puis pour arriver justement dans des conditions favorables auprès de la nouvelle direction pour pouvoir prendre ma part dans la réorganisation. Prendre ma place dans la réorganisation. Et avant, vous avez demandé d'autres rapports d'inspection avant 2024 Oui. Quelle première fois? Enfin, si, j'avais demandé. Alors, moi, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours demandé des inspections par les enseignants, etc. Après, on les a pas. Donc. Chaque année, vous en demandez une? J'en ai demandé plusieurs fois, mais jusqu'à après, à un moment donné, j'ai cru comprendre que ça ne servait à rien de les demander, donc j'ai dû arrêter. Mais oui, j'ai toujours été demandeur d'inspection, bien sûr. Mais pour moi, c'est quelque chose de naturel. Encore une fois, je ne vais pas paraître présomptueux, mais je suis quand même conscient aussi sur la qualité du travail que je produis. Donc, quand on est enseignant, si on n'est pas inspecté, on a plus qu'un retour sur son travail. Dans votre signalement, vous avez indiqué que M. Vinci n'a pas donné suite à la proposition de Mme Bourreau, responsable du Centre de formation pédagogique du premier degré, concernant votre intégration provisoire de son équipe. Dans quel contexte cette proposition vous a été faite par Mme Bourreau? En fait, Mme Bourreau, c'était mon interview, et on a beaucoup travaillé ensemble. On a eu des relations fluctuantes, mais ça, c'est le fait de nous qui est aussi par une personnalité. Mais ça n'a jamais vraiment entravé notre collaboration. Et elle a vu que j'étais très mal, et je pense que ça l'affectait de voir que j'étais pas bien. Et elle voyait aussi objectivement que j'étais pas très occupé, et alors qu'elle avait besoin de ressources dans son équipe. Et c'est vrai, oui, elle m'a proposé, de façon transitoire, officieuse, de m'intégrer dans son équipe pour que je me confie des vrais dossiers, et que je sorte un peu de cette situation. Je trouve ça vraiment belle attitude de sa part. Et Mme Delvano, donc vous ne donnez pas de dossier à travailler? Mais j'avais très peu de choses. Et là, avec Mme Bourreau, vous n'auriez pas de fonction de management non plus, puisque c'était Mme Bourreau qui disait. Oui, mais d'accord, mais au moins j'ai fait quelque chose, c'est intéressant. D'accord. Okay. Mais après, c'était provisoire. Hein. Alors voilà, c'était ma question. Pourquoi vous parlez d'une intégration provisoire? En attendant que, pour laisser passer l'orin, si je puis dire, pour que les choses. Parce que j'ai jamais compris pourquoi M. Vinci n'a pas pris le temps de voir comment on fonctionnait, quelles étaient mes compétences, quelles étaient mes qualités, quels étaient mes défauts, avant de prendre une décision de l'organisation. J'ai jamais compris ça, parce que je ne comprends pas qu'il puisse fonctionner comme ça. Autant je trouve ça légitime de réorganiser un service, autant il me semble indispensable de prendre le temps de le faire, en étudiant ce qui se passe, en regardant qui est compétent, ce qu'il y a à faire. Et voilà, là, c'est pour ça que j'ai vécu ça comme une atteinte personnelle, parce que j'ai eu l'impression que finalement, me concernant, sa seule ambition, c'était de me dégoûter, de me faire partir. J'ai vraiment eu cette impression-là. Et donc provisoirement, parce que l'idée c'était que plutôt que je me morfonde dans mon bureau à travailler 10% de mon temps, que je puisse me rendre utile à l'institution et que je puisse quand même m'établir dans un environnement plus favorable, parce que... Vous n'entendez pas bien dans l'environnement? Si. Non, mais un environnement professionnel favorable, c'est-à-dire parce que là j'aurais travaillé avec Mme Bourreau qui me connaissait, on avait des signes réciproques, etc. Après, je me retrouvais au même niveau que ses collaborateurs, mais c'était ses collaborateurs, c'était pas mes anciens collaborateurs. C'est pas pareil en fait. C'était juste pour me donner un peu d'air. Voilà. Le temps que, en espérant que M. Vinci retrouve raison et qu'il décide à la fin de l'année éventuellement d'envisager les choses différemment comme ça. Est-ce que vous avez échangé avec Mme Bourreau à la suite de son intervention auprès de M. Vinci? On échange régulièrement, mais je pense que... Oui, de toute façon, à un moment donné, j'ai dû lui demander, c'est sûr, elle m'a dit, non, j'ai pas de nouvelles, ouais. Après, les choses... Est-ce que vous avez discuté avec M. Vinci de cette proposition et de son refus de cette proposition? Non, au moment où on était déjà...
l'utilisation des soldats. Compliqué. Dans votre signalement, vous avez explicité que le mercredi 18 décembre 2024, vous avez été convoqué pour un entretien dans le cadre du recrutement de proviseur adjoint du lycée de la Pologne. Vous avez écrit, je cite, j'ai rapidement compris que j'avais peu de chance d'être choisi dans la mesure où M. Vinci n'a pas souhaité assister à mon entretien, alors qu'il a assisté au deux, y compris à celui de M. président personnel de la direction au sein de l'Académie de Nice, qui était, avant même les entretiens pressentis par M. Vinci, avant même les entretiens pressentis par M. Vinci pour le poste. En dépit, il avait déjà fait d'imposer ce candidat sans même organiser le concours. Comment savez-vous que M. Vinci n'a pas souhaité assister à votre entretien? Parce qu'il était là. Est-ce qu'il vous a rien indiqué ou est-ce qu'on vous a indiqué qu'il avait un impératif, quelque chose? Non, mais enfin, c'est bizarre qu'il ait je trouvais qu'il avait un impératif juste en tout cas, quand on ne vous a pas expliqué les raisons pourquoi il n'était pas. Non, mais après, on va être quand même rationnel. Hein. Quand un chef de service veut recruter quelqu'un, il est présent à son entretien. Enfin, je vois pas. Surtout, ou alors il est présent aucun et il délègue. D'accord. À quelqu'un où il est présent à tous. Et donc s'il n'est pas présent à tous, c'est qu'il n'est présent qu'à l'entretien des candidats qui disent sérieux à son. Enfin, je vois pas d'autre explication. Est-ce que M. Vinci il a participé à l'ensemble des entretiens des autres candidats ou est-ce qu'il y avait d'autres entretiens qui se sont tenus en son absence? Après, j'étais pas là toute la journée, hein, mais bon. Vous posez-lui la question. Et du coup, il a été remplacé par quelqu'un? Non. D'accord. Et comment vous êtes procuré la note du 4 septembre 2024 de M. Vinci adressée à M. Conseil Darman, ministre de l'Intérieur? Parce que j'étais, lorsque j'étais responsable de la formation et de l'action pédagogique, j'étais associé aussi au processus de recrutement, donc j'avais accès à un certain nombre d'informations. Donc je répète, comment vous êtes procuré cette note? J'ai eu accès dans ma base produit. Et quand est-ce que vous avez eu ce document entre les mains? Quand il est apparu dans ma base produit. Et est-ce que vous aviez les diplômes requis pour le poste de proviseur adjoint du lycée Barthélemy? Si j'ai été convoqué à l'entretien, c'est que je remplissais les conditions de recrutement, sinon super élémentaire, le professeur ne m'avait pas convoqué à l'entretien. Donc je n'avais pas encore le concours de chef d'établissement, mais effectivement j'avais commencé à coopérer. D'ailleurs je l'ai eu. Au moins la France continue à reconnaître mon niveau de qualification et de compétences. Voilà. C'est l'idée. D'accord. Dans votre signalement, vous avez indiqué que vous avez fait acte de candidature auprès de la France pour rejoindre le corps de personnel agrégé. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le corps de personnel agrégé? Le corps des personnels agrégés, en fait, c'est juste. Quand on est agrégé, on a des conditions un peu différentes en tant qu'enseignant. C'est-à-dire qu'on doit moins d'heures et on a une grille de salaire plus élevée. Voilà. Et les personnels agrégés sont des personnels qui sont reconnus pour leur expertise. Donc soit on passe un concours, soit on peut être intégré au corps sur liste d'aptitude. Et donc, ça ne coûte rien de demander. Chaque année, je l'ai demandé. Chaque année, on doit avoir l'avis du supérieur hiérarchique. Chaque année, j'ai un avis très favorable. Oui, d'accord. Juste sur le. On va considérer. Et quelles sont les conditions de classe? Alors, je crois qu'il faut 5 ans d'ancienneté dans le corps des personnels certifiés, notamment après il y a et ensuite, si on n'a pas un avis très favorable, alors avoir un avis très favorable ne garantit pas l'accès au corps. Par contre, ne pas avoir un avis très favorable est rédhibitoire. Parce que. Donc c'est 5 ans plus un avis très favorable. C'est ça les conditions? Oui, même si c'est pas. Alors 5 ans, c'est officiellement dit. L'avis très favorable, c'est pas officiellement dit, mais c'est juste une question de logique arithmétique. En fait, il y a très peu de postes d'agrégés sur liste d'aptitude, il y a énormément de demandes.
pour aider La seule aptitude demandée, c'est 5 ans. Il n'y a pas d'autres conditions Non. pour demander. Le recteur, c'est une promotion interne en fait. Enfin, le concours interne, c'est une promotion interne comme dans n'importe quelle administration. Donc c'est la reconnaissance des appétences d'une certaine manière. Et compte tenu évidemment du nombre important de gens qui postulent, le recteur et le ministre en fonction du décisionnaire s'appuient sur les avis hiérarchiques pour trier les candidatures. Et donc évidemment, seuls les avis très favorables sont, et c'est déjà, on l'a déjà fait. Et donc effectivement, j'ai toujours eu avis très favorable. Et elle a écrit également en ligne de commentaires, je cite, M. Fabiano exerce des fonctions administratives depuis 2018. Et votre signement vous indiquez, je cite, ce qui est particulièrement réducteur et discrédite complètement ma demande de promotion. Est-ce que M. Vinci vous a expliqué la raison de sa notation? Non, je lui ai demandé. Il n'a jamais expliqué. Je lui ai également rappelé les textes français. Normalement, en tout cas en France, on ne peut pas rétrograder un avis avant de le justifier. Donc, je lui ai essayé de rappeler. Surtout attention, là, quand on parle d'intégrer le corps des agrégés, c'est en France, c'est pas américain. Ça n'avait aucun impact sur la principauté. Donc, je lui ai rappelé les textes qui font référence à la nécessité de justifier une dégradation de l'avis, et je lui ai demandé de le faire, et il ne l'a pas fait. Et effectivement, marqué comme commentaire que je n'exerce que des fonctions administratives. Dans l'éducation, on a coutume d'opposer administratif et pédagogique, l'administration de l'éducation et de l'éducation. Donc, par définition, dire que je n'exerce que des fonctions administratives, c'est lier mon travail pédagogique. Or, en tant que responsable de l'action pédagogique, mon travail est éminemment pédagogique. La pédagogie, c'est pas juste auprès des élèves. Donc, effectivement, pour moi, cet avis et ce commentaire n'avaient qu'une seule vocation, encore une fois, réduire discréditer, en fait, non discréditer. L'appareil, je ne comprends pas parce que ça n'avait aucun impact pour la principauté. Donc c'est vraiment, là, pour le coup, quelque chose comme ça, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est contre ma personne. Parce que ça ne coûtait rien à la principauté. Parce que les choses sont assez codifiées, est-ce qu'il y a des critères de notation qui distinguent favorable à très favorable? Non, il n'y a pas de critères, c'est l'appréciation générale. C'est juste une appréciation générale. C'est une appréciation générale sur la manière de servir et sur l'expertise aussi, bien sûr. Comme je l'ai dit, les agrégés, ce sont quand même des experts. Oui, bien sûr. Et pour un exemple des grands choix et de ce qui... Comme il avait revu aussi l'ensemble des promotions, est-ce que d'autres personnes auraient vu leur notation abaisser de favorable à favorable sans doute? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est quand même un acte. C'est un acte qui a des conséquences au sein dans le cadre de cette éventuelle promotion, mais aussi sur la perception qu'on a de la manière dont on perçoit. Donc forcément, quelqu'un qui dégrade la vie. Et dans sa réalisation, il a pas voulu revoir un peu ses notations de favorable à très favorable. Est-ce qu'il n'a pas voulu réorganiser les choses à ce niveau-là? Je ne sais pas, de toute façon je ne comprends, je ne sais pas et je ne comprends pas, enfin, pour lui, en tout cas sous la direction de Mme Bonal, ces demandes d'avis étaient l'occasion, quand c'était justifié évidemment, de valoriser les personnels qui donnaient toute satisfaction. Encore une fois, ça n'avait aucun impact sur la principauté. Par contre, il me semble sincèrement que c'est quand même la moindre des choses. Quand un agent fournit un travail de très grande qualité, si on a la possibilité de lui donner un coup de pouce pour évoluer dans son administration d'origine, je veux dire, à partir du moment où c'est mérité, mais il y a qu'un... C'est l'inverse qui me choque, qu'on ne donne pas ce coup de pouce. Enfin, vous voyez, et donc moi, et là en plus, c'est même pas un premier avis, c'est un avis qui vient après une succession d'avis où j'ai toujours eu très favorable, et d'un seul coup, M. Vinci arrive, avis favorable et très favorable. Voilà. Ça en plus de tout le reste.
J'ai été brisé, je vous assure, j'ai été brisé. Ma psychologue heureusement qu'elle est spécialisée dans mon type de profil, elle m'a aidé à me reconstruire. J'ai été brisé, vraiment brisé. Avant la date du 10 mars 2025, avez-vous été reçu par M. Vinci pour vous informer de la fin de vos détachements de manière anticipée? Non. J'étais en arrêt maladie en dépression quand j'ai reçu ce courrier. Est-ce que vous avez été reçu par M. Vinci à la reprise de votre activité en juin 2025? Non, j'ai été reçu par M. Berrossier, qui m'a fait visiter les locaux. J'ai été obligé de reprendre pour des raisons financières. Voilà. Et j'ai été, effectivement, là, par contre, en juin, j'étais très isolé. Dans le cadre de votre travail, lorsque vous êtes revenu de votre arrêt maladie en juin 2025, quelles ont été vos relations avec M. Vinci? Aucune. Je ne l'ai pas vu, c'était mieux de toute façon. Est-ce qu'à votre retour, vous avez conservé l'émission? Non, j'avais quasiment rien. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, par contre, toujours avec sérieux et application, mais j'avais très peu de choses à faire et je ne sais même pas à quoi a servi ce que j'ai fait. C'est bizarre, mais bon. Et est-ce que travailler en télétravail vous a satisfait? Ça m'a permis quand même de ne pas être exposé quotidiennement. Je vous ai expliqué que j'ai été brisé. J'étais pas totalement remis, d'ailleurs je ne suis pas encore complètement, même si ça va quand même mieux. Mais revenir là en juin, ça a été très très dur. Très très dur. Et était-ce votre choix d'avoir du télétravail? Oui, j'aurais même voulu être en télétravail complet, mais on m'a obligé. Le médecin du travail avait sollicité une mise en télétravail complète. Et M. Vinci s'y est opposé, donc j'ai tout de suite revenir dans les locaux. Donc ça m'a fait accentuer mon mal-être. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il y a eu des suites au recours hiérarchique que vous avez entrepris suite à la décision de faire un détachement? Non, aucune suite. De la part de l'administration. Ouais, Et si je peux me permettre, c'est pas M. Vinci qui a dit non, c'est le statut du fonctionnaire, parce qu'on ne peut pas mettre un fonctionnaire 5 jours sur 5 à la maison, c'est illégal. Donc c'est la DRH, c'est pas M. Vinci. Voilà, moi c'était juste une petite aparté pour vous. Voilà. Et 4 jours sur 5 on peut? Non, je crois que maximum c'est 3. Voilà. C'est 3 jours maximum. Et c'est pour tout le monde, c'est vraiment le statut des gens. En tout cas, moi, le vécu que j'ai eu, c'est j'ai le médecin qui me fait un papier en me disant télétravail complet, et ensuite j'ai le médecin qui revient rarement en me disant on est obligé à vous réduire. L'OMT, c'est une erreur de leur part. Quand c'est arrivé à la DRH, c'est la DRH qui a réagi sur le commentaire de l'OMT. Pas M. Vinci. Je préfère que vous le Mais je l'entends, mais je ne le savais pas. C'est pour ça que je suis Oui, permis de mais que vous ne croyez pas non plus que j'accuse à tort M. Vinci. Pas du tout, loin de ça. Mais c'était juste pour remettre une vérité à sa place. Merci. Écoutez, on en a fini en tout cas sur l'analyse de votre signalement. Moi, je vais terminer un petit peu par des propos un peu conclusifs. Quel est l'élément déclencheur de votre signalement? Vraiment. L'élément déclencheur, c'est de voir qu'il n'y avait aucune issue et que, franchement, je reste reconnaissant au gouvernement princier, à la principale de Monaco, encore une fois. Je vous l'ai dit au début, mais je regrette rien de ce que j'ai vécu ici. Et même encore aujourd'hui, je sais ce que je dois au gouvernement princier. Je trouve que j'ai été traité d'une façon indigne. Et si je vais jusqu'au bout aujourd'hui, et si je suis allé aussi au tribunal suprême, c'est parce que ça m'insupporte cette idée qu'on puisse détacher des gens de qualité, les détruire et les renvoyer dans leur pays. Et je ne sais pas comment ça va aboutir. Moi, je suis là pour dénoncer une situation et ma seule ambition, c'est que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez un soutien de la part de vos collègues? J'ai quelques collègues, bien sûr, qui m'ont soutenu, oui. Ok.
Je les ai cités, Madame Renjak, Madame Cordila, Madame Governatori, Madame Bourreau, voilà. Monsieur Rodier, avec qui je suis resté en contact un petit peu aussi. Comment vous vous sentez à ce jour? Je vais mieux parce que j'ai réussi à trouver des ressources pour retrouver du sens à mon activité professionnelle. Mais c'est difficile et surtout, il y a un contexte en plus qui est terrible. C'est moi, ma fille a du mal à s'intégrer dans son nouvel établissement. Tous les jours, elle me demande pourquoi elle n'est plus à Monaco, pourquoi elle ne va plus à Monaco. Ça a vraiment été terrible. Et le retentissement familial a été terrible. Dieu merci, j'ai réussi ce concours de chef d'établissement. Je l'ai réussi en étant très bien classé, ce qui m'a permis de rester dans l'académie de Nice, parce que je peux vous assurer que le risque était énorme que je me retrouve à Créteil ou à Lille. Dans tout ce désastre, j'ai réussi à trouver des ressources pour réussir ce concours et essayer de passer à autre chose, mais c'est dur. Et vous voyez, être là aujourd'hui devant vous, ça m'affecte encore parce que je vous dis, j'ai trop de questions sans réponse et un sentiment d'injustice absolument profond. D'accord. Aujourd'hui, quel est votre travail? Je suis principal adjoint dans un collège de maritime, à la suite de ma réussite au concours. Et quel collège? Je suis au collège de Saint-Martin-du-Var. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Votre livre? Vous êtes derrière dans votre instruction? Non, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, surtout sur mes intentions aujourd'hui. Moi, j'ai évidemment rien contre la principauté, rien contre le gouvernement, rien même contre la personne de M. Vinci. C'est la manière dont il exerce ses missions et les a exercées vis-à-vis de moi que je dénonce aujourd'hui. C'est pas la personne de M. Vinci, je ne le connais pas personnellement, ce monsieur. Mais évidemment, j'ai rien contre lui. Et même dans toute ma démarche, à aucun moment je lui souhaite du mal personnellement. Moi, ce que je veux, c'est dénoncer une situation et je suis intimement convaincu que les choses auraient pu se dérouler différemment. Et je suis vraiment triste. Je suis le seul à en pâtir, mais quoique, encore une fois, je pense que mes compétences étaient utiles pour la principauté. Mais bon, M. Vinci en a décidé autrement. Donc, vous avez cité pas mal de personnes. Est-ce qu'il y a des témoins que vous souhaiteriez que l'on entende, à part les personnes que vous avez mentionnées? Non, pas spécialement. Donc, on reprend juste la ligne. On n'a pas noté. D'accord. Écoutez, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette audition. Je sais la difficulté que cela représente, aujourd'hui de venir exposer tous celles qui vous ont répété. Si vous avez d'autres documents à nous remettre, n'hésitez pas pour votre signalement. Vous pouvez les faire parvenir par mail. Comme vos échanges par rapport avec l'ambassade. Oui, ça vous m'a demandé. Voilà. Je l'adresse à l'adresse IGA. C'est l'adresse que vous avez. L'adresse générale. S'agissant de la relecture, je tiens à vous dire aussi que vous êtes la première personne qu'on auditionne, donc on va auditionner bien entendu les mises en cause et également aussi les témoins. Donc juste pour vous dire qu'on peut être amené à vous réentendre si bien sûr, pour confronter peut-être d'autres éléments. S'agissant de la relecture de votre procès verbal de cette audition, est-ce que vous souhaitez le relier? Bien sûr. Parce qu'il y a des gens des fois qui... Je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous indiquer donc votre adresse électronique à laquelle on peut vous prévenir? PFABIANO, P comme Pascal, Fabiano, @free.fr. Parfait. Très bien. Donc on va préparer le PV d'audition et à compter de la réception de notre mail, vous avez un délai de 3 jours pour prendre rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez rendez-vous dans les 3 jours, mais si vous pouvez nous répondre dans les 3 jours. D'accord. Voilà. Très bien. Je dis ça parce qu'il y a des personnes, des fois, on envoie le PV, ils ne répondent pas. Dans ces cas-là, nous, après, Oui, je comprends. Non, on n'envoie pas de PV. Non, mais c'est-à-dire si les personnes ne disent pas venir leur Le mail ne sort pas, on l'envoie. Le PV ne sort pas. Non. Vous m'informez que le PV est à ma disposition en Voilà, développement. et on se met d'accord pour venir le. Non, il sort en ligne. Non,
Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a des personnes, des fois, on leur envoie en disant le pays est prêt, venez l'Orient, et puis ils ne répondent pas. Donc, Oui, je comprends. donc, c'est pour ça qu'on attend un délai de 3 jours. Oui, oui, je comprends parfaitement. Voilà, monsieur Cabot, merci beaucoup. Je vais récupérer On votre va matériel. récupérer. Je peux le... Oui, oui. Et encore une fois, c'est fidèle à la reconstruction. J'ai compris, vous en avez pas. Voilà, il y a des mots, il y a des répétitions. On fait des choses pas nécessaires, un écrit, on est suffisamment fort pour normalement tout ce qui est écrit. Très bien. Au revoir, monsieur Cabot. Au revoir, monsieur. C'est vraiment bonne information pour vous. Bonjour madame.